Est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire à quel point je suis heureux de vous parler de la Combat Patrol Necron? Mes très chers pirates, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'analyse et l'étude des combats de patrol de la V10 de Warhammer 40 000. Comme annoncé, aujourd'hui on va bosser sur les Necrons, une faction mythique parmi les races les plus anciennes de la galaxie de Warhammer 40 000, avec un gameplay qui lui est très propre et qui a souvent dégoûté pas mal de joueurs. On va se pencher comme d'habitude sur chacun des aspects de cette combat de patrol, à commencer par la composition brute de cette combat de patrol, quelles sont les figurines qu'on va y retrouver, avant de se pencher sur les règles de faction, les optimisations de votre seigneur de guerre, les objectifs secondaires et enfin les stratagèmes à votre disposition. On enchaînera comme d'habitude avec la partie sur l'analyse de chacune des datasheets de cette armée et enfin, comme d'hab, petite conclusion sur son coup en points, sur sa position par rapport aux deux combats de patrol qu'on a déjà observés pendant les deux précédentes vidéos. On est parti, il y a pas mal de choses à dire. Donc, la combat de patrol Necron s'appelle la garde d'Amonotech. C'est une combat de patrol qui est composée de 5 unités de figurines différentes distinctes. C'est pas comme chez les tyrannides où vous en avez une grosse qui peut être scindée. Là, tout est unitaire. Vous allez pouvoir en attacher certaines au sein de cette combat de patrol, mais vous avez vraiment 5 familles de figurines différentes. On va commencer tout simplement par le tétrarque, donc qui est le seigneur de bataille de cette combat de patrol, donc le tétrarque Amonotech, qui donne son nom à la combat de patrol. C'est tout simplement une figurine d'un tétrarque équipée avec une arbalète à tachyon et une lame de tétrarque. Il va être accompagné de sa piétaille personnelle, de son petit chausson de guerrier Necron. Vous avez 10 figurines au sein de ce pack de guerrier Necron. 5 d'entre eux sont équipés avec des écorcheurs Gauss et les 5 autres avec des faucheuses Gauss. Elles sont faciles à distinguer, vous aurez les écorcheurs qui vont être avec un tube simple au niveau de leur canon, et par contre les faucheuses où là vous aurez des tubes plus courts mais par deux. Elles sont aussi équipées avec des armes de corps à corps, mais vous le savez, c'est pas forcément les armées qu'on va directement envoyer au corps à corps avec ce genre d'archétype là. On est ensuite accompagné de 3 petits socles de nuées de scarabées Canoptech. Alors c'est intéressant d'avoir des unités de type nuée au sein d'une combat de patrol, parce que c'est pas courant, c'est des unités qu'on oublie beaucoup lorsqu'on fait certaines listes, et pourtant ces unités en général ont un faible coup en points, et qui vont être intéressantes pour aller marquer de la secondaire ou pour aller un petit peu embêter votre adversaire. Donc c'est une unité qui est intéressante de la retrouver là-dedans. Et ça change de ce qu'on a d'habitude. C'est une unité qui n'est équipée qu'avec une seule arme, leur petite mandibule mécanique. Donc voilà, faut pas trop en attendre non plus d'un point de vue létalité, mais c'est une unité qui va avoir son intérêt dans pas mal de formats. À la suite de ça, on va aussi avoir une unité de 3 Destroyer Scorpech, donc qui sont ces unités un petit peu cauchemardesques. Ce sont des tripodes, donc des sortes de robots qui se battent sur 3 petites pattes d'araignée. Elles sont équipées avec des grandes lames d'hyperphase Scorpech au niveau de leurs avant-bras. Ce sont des unités purement de corps à corps, pas de solution de tir. Par contre, ils sont accompagnés d'un petit token, un plasmacite. On en parlera sur leur datasheet parce que c'est une figurine qui n'est pas une unité de jeu, mais qui va représenter un petit bonus dont va pouvoir profiter l'unité de score. Dernière figurine de la combat de patrol, le maraudeur Canoptech, donc qui est un grand marcheur, ce qu'on appelle un poteau Necron de manière générique dans sa configuration, gros tir, puisqu'elle est équipée avec un éclateur du jugement dernier, avec un écorcheur Gauss jumelé, et ses jambes de maraudeur pour se faire 2-3 petites attaques au corps à corps pour ceux qui viendraient le charger. Ça va être une unité qui va tirer très fort, très loin, donc pas vraiment besoin de la mettre au calque, c'est vraiment si vous faites charger. Mais on en parlera, parce qu'ils ont pas mal de choses intéressantes, chacune de ces petites unités. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une combat de patrol qui est très freinée avec les débutants, dans le sens où beaucoup de leurs règles ont été amoindries pour la rendre très facilement jouable, très facilement compréhensible. Donc si vous êtes un joueur Necron habitué à ce genre de figurine-là, elle va peut-être être un petit peu déstabilisante pour vous. Allez, on enchaîne dans un premier temps, comme d'habitude, avec les règles spéciales de la faction Necron au sein de cette combat de patrol. Et on attaque avec son aptitude de faction qui s'appelle protocole de réanimation. Tout joueur qui a affronté un jour du Necron fait, quoi qu'il arrive, des cauchemars lorsqu'il entend protocole de réanimation. C'est vraiment cette petite règle qui rend les Necrons très embêtants lors du contrôle d'objectifs, parce que même si vous avez réussi à nettoyer une partie de l'unité,
bah, ça revient, ça meurt pas. Quand vous entendez un joueur qui a affronté des Necrons vous dire c'est cool les Necrons, mais ça meurt pas, et ben c'est typiquement à cause de ce genre de règle là, parce que oui, vous enlevez des filles, non, elles ne resteront pas par terre. Donc, protocole de réanimation, comment ça se passe? À la fin de votre phase de commandement, pour toute unité présente sur le terrain et qui est active, vous allez lancer un D3. Le résultat de ce dé sera le nombre de points de vie que l'unité va pouvoir restituer. Attention, il y a un séquençage au niveau de cette règle. Donc, si vous prenez par exemple une unité qui a perdu plusieurs points de vie, certaines figurines ont été tuées et d'autres ont perdu des points de vie mais n'ont pas encore été éliminées. En priorité, vous allez devoir régénérer les points de vie de cette figurine-là. Quand cette figurine-là soit arrivée à son pool de PV maximum, et s'il vous reste des points de vie à restituer, dans ce cas-là, vous allez pouvoir remettre dans votre unité une figurine qui a été détruite. Donc imaginons, vous avez une unité de 3 pitous qui ont chacun théoriquement 2 points de vie, vous en avez une qui est morte et une où il ne reste qu'un point de vie, vous faites un jet de D3 et vous faites un résultat de 2. Dans ce cas-là, vous allez d'abord régénérer le point de vie de la figurine blessée, et ensuite vous allez faire revenir une troisième figurine, cette fois-ci avec seulement un PV, le PV restant dans votre dé. Donc c'est une règle qui permet justement de régénérer vos troupes in situ, potentiellement même d'arriver, parce que vous n'avez pas de règle qui vous indique où est-ce que vous devez poser votre figurine, vous pouvez la poser simplement en cohésion d'unité. Donc si cette unité-là vient d'être un petit peu chahutée au tour précédent, et que vous voulez potentiellement l'envoyer au corps à corps, si c'est par exemple des Destroyer Scorpion, et que vous faites revenir une figurine, et ben, quand vous avez un Destroyer Scorpion qui a un gros sol, vous allez pouvoir la mettre devant, et donc gagner la distance de charge. Donc c'est très intéressant comme règle, c'est pas seulement ok je régénère des points de vie, mais ça permet aussi de réorganiser un petit peu la cohésion de son armée, et potentiellement même gagner quelques pouces pour des phases de tir, pour des phases de corps à corps, c'est très très intéressant. Par contre, petite restriction, lorsque vous générez vos points de vie, attention, si le pool de points de vie que vous régénérez va vous obliger à excéder votre effectif initial, dans ce cas-là, rien ne se passe. Si vous n'avez perdu qu'un point de vie et que vous devez en régénérer 3, vous ne générez qu'un seul point de vie, vous revenez à votre effectif maximal. C'est la même chose que ce qu'on avait avec les terres majorantes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas générer plus de figurines ou plus de points de vie que ce que vous en aviez initialement lors de votre phase de déploiement. On va parler donc des optimisations que va pouvoir recevoir votre tétrarque. Donc vous le savez, le tétrarque c'est la figurine du chef. Parmi les castes Necrons, ce sont parmi les seules unités qui ont encore gardé leur libre arbitre, et donc il peut faire des choix et donc être optimisé de façon distincte. Comme d'habitude, vous en avez deux. La première qui est celle par défaut, qui est le contrôle supplanté. L'unité du porteur, donc c'est-à-dire que ça ne va pas toucher que le tétrarque, mais vraiment tout le chausson dans lequel vous allez le mettre, est éligible pour tirer à un tour où ils ont battu en retraite. Donc là, déjà on est sur quelque chose qui est très intéressant. Je vous ai dit, on en verra un petit peu plus par la suite, mais les Necrons, c'est avant tout une armée de tir. Et globalement, ça a une denture qui est pas top, ça n'a pas une sauvegarde non plus de fou, même si on peut les relever. C'est toujours assez impactant de se dire « Oh là là, je me suis fait charger, je suis verrouillé au corps à corps, je vais rien pouvoir faire ». Eh ben non, grâce à cette optimisation, mon pal de guerrier Necron, qui est le chausson du tétrarque, le tétrarque, on le verra, mais ne pourra être attaché que à l'unité de guerrier Necron, va pouvoir, après avoir restauré potentiellement des pertes via le protocole de réanimation, pouvoir désengager du corps à corps, se repréparer et quand même pouvoir déclencher une phase de tir. Et ça c'est intéressant parce que je vous rappelle que ça tire fort le Necron. Et quand vous avez un pack, même s'il a été entamé, et que vous avez la possibilité de remettre quelques figurines dedans et de repartir au tir avec cette unité, vous allez faire très très mal. Donc déjà, première optimisation, qui est somme toute basique, juste un retreat and shot, c'est assez basique, mais ça peut clairement être très intéressant si vous avez mal géré une distance ou que votre adversaire a eu beaucoup de chance et a réussi une charge. Ça va vous éviter d'avoir une phase sur laquelle vous n'allez rien pouvoir faire avec votre arme de dissuasion principale qui est votre tir en tant que Necron. Donc bonne optimisation. La seconde, c'est le protocole de concentration résonante. À votre phase de commandement, vous choisissez une unité qui est à 12 pouces du porteur est visible, et jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'une unité Necron ami fait une attaque ciblant l'unité, vous pouvez relancer les as à la touche. Donc vous allez fiabiliser vos tirs. Potentiellement, vous allez aussi fiabiliser vos attaques au corps à corps, par exemple pour les Scorpions. Donc si vous faites évoluer vos Scorpions un petit peu en parallèle de ce que vous avez fait avec vos guerriers Necrons, et ben vous allez pouvoir annihiler des packs, c'est-à-dire que dans votre phase de tir, vous allez vraiment les aboiner à coup de flingue avec vos guerriers Necrons, et au moment de les faire charger, vous n'allez pas charger avec votre pack Necron, mais vous allez charger avec votre pack de Scorpion, et les Scorpions vont arriver au corps à corps, et eux en plus vont pouvoir bénéficier justement de cette relance des as à la touche. Donc c'est intéressant. Honnêtement, les deux sont cool. Sincèrement, les deux sont cool.
Tout va dépendre un petit peu déjà du scénario que vous allez devoir jouer. Est-ce que vous allez devoir focaliser des points? Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Mais quoi qu'il arrive, les deux sont intéressants, les deux sont jouables, et les deux sont, pour le coup, très peu pénalisants d'un point de vue ou un autre. Parce que c'est vraiment un truc qui va vous permettre d'être létal si vous avez fait une erreur, et l'autre qui va vous permettre vraiment d'ajouter un côté très structurant, très globalisant à votre armée. Donc, de préférence, moi, voilà, si je dois faire un choix aujourd'hui, et en fonction de ce que j'ai en face, mais dans 90% du temps, je pense que je vais partir sur le protocole de concentration résonante, parce que vous allez avoir votre porteur qui va pouvoir sniper des unités, désigner des unités, et à faire agir de concert toutes les unités Nécron qui vont vouloir attaquer une unité. Parce que là, j'ai parlé seulement des guerriers Nécron, j'ai parlé des Scorpètes, mais vous avez aussi votre socle de nuées qui vont pouvoir aussi être en satellite autour de ça, et comme d'habitude, vous avez le poteau Nécron qui est planqué derrière, et qui lui va asmater quoi qu'il arrive. Donc en gros, ça va vous permettre vraiment d'aller sortir une unité par une unité par une unité. Ça va vous obliger par contre effectivement à faire des choix sur des priorités, des target priority, mais globalement, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre vraiment de structurer votre armée, de la faire agir de concert. Et on va le voir, c'est peut-être le problème principal qu'il y a avec cette combat patrol, c'est qu'il y a très peu de règles au sein des datasheets qui vont vous permettre de récupérer un petit truc en plus. Donc, protocole de concentration résonante, pour moi, c'est le plus intéressant des deux, mais le contrôle supplanté est quand même sacrément intéressant aussi. On enchaîne avec les objectifs secondaires, donc les objectifs que vous allez devoir choisir avant le début de la partie, communiquer à votre adversaire, pour savoir comment vous allez donc marquer vos points de secondaire, les points principaux étant définis par la règle de mission sur laquelle vous allez jouer. Donc là, comme d'habitude, à l'instar des optimisations, vous en avez deux, vous en choisissez parmi une des deux au début de la game. Par défaut, si vous n'annoncez rien à votre adversaire, vous allez prendre Conquérir et Dominer. À la fin de votre tour, vous marquez 4 points de victoire si une ou plusieurs unités Nécron de votre armée, hormis les unités ébranlées bien évidemment, sont entièrement dans la zone de déploiement adverse. Le Nécron, ça bouge pas beaucoup. Les Scorpètes, ça avance un peu plus que le reste, mais globalement, le Nécron, ça avance pas des masses. Donc, potentiellement, aller chercher les petits socles de Scarabée Canoptech aussi pour faire celui-ci, donc aller le chercher avec ça. Mais c'est pas non plus l'objectif le plus simple à accomplir, parce que voilà, comme on dit un petit peu entre nous, les Nécrons, ça rame du fiac, globalement. Donc, il va falloir réfléchir vraiment à quelles unités vont aller faire ça, mais par contre, ça va transparaître auprès de votre adversaire, parce que il sait que votre armée avance pas beaucoup, donc il va voir lesquelles avancent le plus, et c'est celle-là qui va empêcher d'aller dans sa zone de déploiement. Donc c'est quelque chose qui se marque quand même assez facilement, vous n'allez pas pouvoir le marquer à la fin du tour 1, quoi qu'il arrive, puisque avoir des unités à 4 pouces, enfin des unités dans les 6 pouces de déploiement de votre adversaire si vous avez eu le T1, ça va être complexe. Mais voilà, à partir du T2, c'est quelque chose, si vous avez bien géré, que vous avez bien isolé un socle quelque part, il faut que votre unité soit entièrement dans la zone, hein. C'est-à-dire que si vous avez, que ce soit les Scorpètes ou que ce soit les Scarabées, leur socle, il va falloir que les 3 socles de l'unité, ou du moins les unités survivantes, soient dans la zone de déploiement adverse. Ça peut être un peu complexe à planquer derrière des décors, et donc à voir. Mais ça se fait, ça peut se faire, et c'est 4 points de victoire, donc c'est sécurisant tout de même. Le deuxième objectif, c'est Trésor des Éons. Au début du premier round de bataille, vous allez désigner un objectif dans le No Man's Land. Vous marquerez donc 3 points de victoire chaque fois qu'une figurine Nécron de votre armée détruit une figurine ennemie qui a commencé la phase à portée de ce pion d'objectif, ou à portée du pion d'objectif dans votre zone de déploiement. Alors, c'est compliqué à expliquer, comme moi, nous on va tâcher de faire simple. En gros, vous allez avoir plusieurs objectifs dans le No Man's Land. Vous allez désigner avant le début de la partie un de ces pions, et à chaque fois qu'une unité ennemie qui, au début de votre phase, sera autour de ce pion d'objectif là, vous allez marquer 3 points de victoire à chaque fois que vous allez la détruire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'unités au sein du combat de patrol, et vous avez certaines unités qui sont assez tanky, donc ça peut être très compliqué. En petite sauvegarde un petit peu pour être sûr que si vous me désignez les objectifs sur le No Man's Land, mais votre adversaire va jamais foutre le pied sur cet objectif-là, et donc vous n'allez jamais marquer vos secondaires, vous avez aussi la possibilité de marquer cette pointe secondaire en le faisant sur votre pion d'objectif qui est dans votre zone de déploiement. Donc, on récapitule. Voilà. En gros, vous allez devoir marquer des points si vous dégagez une unité d'un pion dont l'adversaire sait qu'il ne faut pas qu'il se mette à portée, parce que sinon il va vous faire marquer des points, ou carrément il faut qu'il aille dans votre zone à vous. Donc c'est globalement des points de victoire que vous n'allez pas marquer avant le 3e,
voire le 4e tour. Donc ça peut être très compliqué d'aller chercher ça. C'est intéressant d'un point de vue vraiment mécanique de jeu, mais pour seulement 3 points de victoire, est-ce que ça vaudrait pas plus le coup de se dire je vais marquer 4 points de victoire en allant à la zone de déploiement adverse, c'est plus facile à faire, ça n'engage entre guillemets que vous et pas des décisions de votre adversaire de la point de vue de la disposition de ses unités. Parce que voilà, il suffit qu'ils se disent, bah écoute, d'accord, j'ai besoin de contrôler que 2 objectifs, tu m'as désigné celui-ci et le pion de ta zone de déploiement, bah je vais jouer sur l'autre objectif et je vais jouer sur l'objectif là-bas, sur le mien. Mais quoi qu'il arrive, le tien, j'irai pas y foutre les pieds de suite tant que tu as encore la force de pouvoir me sortir. Dès que j'aurai dégrossi tes unités et que je sais que tu ne pourras plus me faire de mal, là j'irai marquer mes points sur ces objectifs-là. Donc c'est un objectif secondaire pour moi qui est trop facile à contrecarrer dans les premiers tours en prenant des bonnes décisions par votre adversaire. Et en plus, vous allez marquer que 3 points de victoire. Donc voilà, donc ces 3 points de victoire, à chaque fois que vous détruisez une unité, on l'a vu, une unité, on va en avoir 4 ou 5 dans une combat de patrol maximum. Donc on va dire, allez, on va partir sur 12 à 15 points si vous faites vraiment tout, mais 12 à 15 points uniquement si les figurines en question étaient sur l'objectif que vous avez désigné ou dans votre zone de déploiement. Donc vous n'allez pas attendre que votre adversaire se mette le postérieur vissé sur un objectif pour dire ok, c'est là maintenant que je vais aller chercher ça. Le but quand même, ça va être de le squeezer le plus rapidement possible. Donc à choisir, moi je prendrais quoi qu'il arrive conquérir et dominer. On a des unités qui vont pouvoir aller justement se mettre très loin assez facilement, donc je préfère celui-ci largement. On enchaîne avec les stratagèmes. Donc en plus des stratagèmes basiques que vous avez dans le livre de règles, vous en avez 3 de plus au sein de cette combat de patrol. Le premier, c'est résilience mercurielle. Ça s'active à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, ça coûte 1 PC, et c'est juste après qu'une unité ennemie a choisi sa cible. L'unité Nétron de votre armée qui a été choisie comme cible, d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante, jusqu'à la fin de sa phase, justement, elle va recevoir une sauvegarde invulnérable à 5+. C'est simple, c'est efficace, une 5+, voilà, si vous retrouvez avec, vous allez voir que le niveau des sauvegardes n'est pas non plus dinguissime les Nétrons, le fait de pouvoir justement faire fi d'une partie des grosses PA, ça peut être intéressant, surtout sur des figurines comme un tétrarque ou comme les scorpettes qui sont pas si nombreux que ça et qui vont avoir besoin potentiellement d'un petit peu de tanking. Ensuite, vous avez le deuxième stratagème qui est champ disruptif qui coûte 1 PC qui s'utilise à la phase de combat. Une unité Nétron de votre armée qui n'a pas encore été choisie pour combattre à cette phase. Juste à la fin de la phase, vous allez ajouter 1 au score de force de toutes les armes de mêlée qu'ils sont équipés par toutes les figurines de cette unité. Donc ça peut être intéressant justement pour fiabiliser quelques jets de blessures, si vous avez tapé sur des endurances un peu élevées et que malheureusement ça vous permet de passer d'un rapport de force d'endu qui est de 1 pour 2, donc ça va vous permettre de passer d'un 6 à un 5. Donc c'est intéressant, ça permet de rajouter un petit peu d'effiabilisation déjà si vous attaquez quelque chose de beaucoup plus endurant que vous, mais de l'autre côté c'est intéressant aussi parce que si vous attaquez des choses qui sont drastiquement plus faibles que vous en niveau d'endurance, vous allez augmenter votre létalité et potentiellement pouvoir wipe complètement un pack grâce à cette petite plus 1 à la caractéristique de force. Alors par contre il va falloir nécessiter de le calculer parce que ce n'est pas un plus 1 à la blessure. Voilà, typiquement ça va juste vous permettre de faire varier le rapport. Vous êtes à force 7 par exemple avec vos scorpecs, on le verra un petit peu plus en détail, mais vous êtes à force 7 avec vos scorpecs. Si vous allez attaquer quelque chose qui est à force 4, vous allez le blesser sur 3+. C'est déjà intéressant un 3+. Mais grâce à ce petit plus 1 à la force, vous allez monter à force 8. Donc si vous affrontez du Marine justement à rendu 4, et bien là vous n'allez plus les blesser sur du 3+, mais sur du 2+. Et comme en plus vous avez de la PA et vous faites pas mal de dégâts avec, et ben ça va vous permettre potentiellement de wiper complètement un pack de Marines juste avec un petit CP parce que vous avez drastiquement fiabilisé vos jets de blessure grâce à ça. Et donc c'est intéressant. Troisième stratagème qui s'appelle la volonté du tétrarque. Ça coûte 1 PC, ça s'utilise à la phase de commandement et jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, vous ajoutez un dossier, donc au contrôle d'objectif, à l'unité que vous avez désignée. Par contre, attention, vous ne pouvez forcément utiliser ce stratagème-là que si votre tétrarque est sur le terrain. Si vous êtes déjà fait wipe sur le terrain, plus besoin d'utiliser ce stratagème-là. Donc effectivement, ça va vous permettre, puisque comme ça se fait pendant la phase de commandement, où vous êtes vraiment à la limite, à l'égalité, vous n'avez pas pu marquer vous, parce que vous êtes à l'égalité là-dessus, ou même potentiellement vous êtes légèrement en deçà de ce que votre adversaire a sur le pion, donc ça vous a empêché de marquer des points à votre tour. En utilisant ce stratagème-là,
et en ayant assez de figurines qui vont potentiellement résister à une phase de corps à corps si vous êtes les deux engagés au corps à corps, et ben au moment de sa phase de commandement, lui ne sera potentiellement pas en capacité de contrôler l'objectif. Donc certes, vous n'avez pas marqué, mais vous l'empêchez de marquer lui aussi pendant sa phase. Donc c'est intéressant. On attaque les loulous avec, qu'est-ce qu'il y a dans cette combat de patrol, mais plus en détail, on va regarder vraiment au niveau des datasheets de cette armée. Donc déjà, ce que je vous disais assez rapidement en introduction de cette vidéo, les datasheets des guerriers Necrons, des destroyers, enfin de toutes ces unités qui sont au sein de son combat de patrol ont été énormément simplifiés par rapport à ce que vous avez dans le jeu normal. C'est pour ça que je vous disais que c'est une combat de patrol qui va vraiment être très friendly pour les débutants parce que là, à part le tétrarque, aucune figurine n'a d'aptitude particulière. Vous avez tous accès à vos protocoles de réanimation, ça n'a pas changé. Vous avez le canoptète qui a un petit truc, mais globalement, les seules aptitudes autres que protocole de réanimation, il n'y a que le tétrarque qui en a eu. Donc on va commencer avec lui. Donc le tétrarque, c'est votre seigneur de guerre, c'est votre fiabilisateur, on l'a vu par avec ses optimisations. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Il bouge de 5, il a rendu 5, une sauvegarde à 2+, norme native, et une 4+, invulnérable, il a 6 points de vie, commandement à 4+, voilà, et OC1. Il a une arme de tir, mais attention, elle est un petit peu particulière, son arme de tir. Comme je vous disais, il a une arbalète à tachyon qui a tir unique, c'est-à-dire que vous pouvez tenter ce tir qu'une seule fois dans la game, qu'il réussisse ou qu'il rate. Donc, ça pour 72 de portée. Vu la dimension des tables, si vous avez une ligne de vue, il n'y a aucun problème. C'est qu'une seule attaque. Sur 2+, force 16, PA-5, dégâts D6 plus 2. Ça peut être intéressant pour ce genre d'arme-là, où vraiment vous avez besoin d'être impactant avec ça, de garder un petit point de commandement sous la main pour éventuellement refaire une relance si vous foirez votre jet de touche. Parce que là, force 16, PA-5, dégâts D6 plus 2, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire dessus. Vous snipez n'importe quel gros châssis avec une force 16. Pour l'instant, de tout ce qu'on a vu comme figurine à haute endurance au sein des combats de patrol précédentes, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va vous obliger à le blesser sur 4+, ou sur 5+, hors utilisation de trucs un petit peu tanky pour aller chercher voilà, un -1 à la blesse ou ce genre de choses-là. Mais force 16, PA-5, donc vous faites péter toutes les sauvegardes. D6 plus 2, vous faites péter très mal. Le seule chose, effectivement, c'est qu'il ne faut pas faire un as à la touche. Alors c'est cool, parce que vous avez, grâce au protocole de concentration, vous pouvez justement relancer vos as. Ça peut être intéressant, même si ça va vous servir qu'une seule fois dans la game pour l'arbalète à tachyon. Mais tu dis, ouais, mais ça va crazy, un 2+, ça se rate. Ça se rate, un 2+, et à la relance, ça se rate aussi. Hein, un bisou à Groot, au passage, qui est le premier joueur que j'ai affronté le premier joueur Necron que j'ai affronté au format combat de patrol. Arbalète à tachyon sur mon psychophage, un as à la touche, zut, bon je claque un PC, relance, un as à la touche. Allez, bisous. Donc voilà, donc ça se rate clairement, hein, donc faut pas partir du principe que quoi qu'il arrive, vous allez défoncer des choses avec ça. Ça se rate, donc voilà. Au niveau des armes de mêlée, parce qu'il faut quand même qu'il puisse, une fois qu'il a tiré, il faut quand même qu'il puisse continuer à être intéressant sur le champ de bataille. Il a donc sa fameuse lame de tétarque avec blessure dévastatrice. Ça veut dire que si vous faites un 6 à la blesse, votre attaque ignore les sauvegardes. Vous ne pouvez pas faire de sauvegarde, qu'elle soit normale ou invulnérable, contre cette attaque. Et par contre, les FNP sont toujours possibles d'être tentés sur les dégâts qui ont été infligés. Donc on est sur un profil de 4 attaques sur 2+, force 8, PA-3, dégâts 2. Le PA-3, dégâts 2, il fait très mal, et surtout c'est 4 attaques sur 2+. Donc ça va meuler des faces. Ça va littéralement meuler des faces, la lame de tétrarque. En plus, avec la blessure dévastatrice, ça peut faire très mal. Et surtout, dégâts 2 et dégâts flat 2, ça c'est intéressant. Il a l'aptitude meneur, donc il lui permet d'être ajouté en tant que leader à l'unité de guerrier Necron, qui va lui servir de chausson, de protection. Il a accès au protocole de réanimation, ça veut dire que lui-même va pouvoir récupérer des points de vie à chaque phase de commandement. Par contre, attention, si vous l'attachez au sein de l'unité Necron, c'est pas lui qui va récupérer des points de vie et les Necrons qui va récupérer des points de vie. Votre unité complète ne compte que pour 1. Ensuite, donc je vous disais, il a une 2+ et une 4+ invue, donc déjà niveau tanking c'est cool, il a 6 points de vie, mais par contre il a un petit truc qui s'appelle résistance inoxydable, comme l'acier. À chaque attaque qui cible cette figurine,
Si vous n'arrivez pas à la sauvegarder, vous allez prendre des dégâts, vous retirez 1 à la caractéristique de dégâts de l'attaque. Si vous deviez prendre 2 dégâts, en réalité vous n'en prenez qu'un. Si vous deviez en prendre 3, vous n'en prenez que 2. Donc voilà, ça augmente un peu sa tankiness, c'est ça qui est cool parce qu'il a quand même que 6 points de vie. Même s'il a une 2+, et une 4+ invue, ça tente bien, mais il a que 6 points de vie. Sur une sauvegarde mal tentée, sur un dégât qui passe, et qui va vous faire D3 ou qui va vous faire potentiellement, pour qu'on ne soit pas D6 dégâts, ça peut faire très mal, donc ça va vous permettre justement d'éviter de vous faire one-shot sur un D6 dégâts, parce que quoi qu'il arrive, vous n'allez perdre que 5 points de vie. Donc, si vous prenez plusieurs D6, là ça va être un peu plus complexe. Donc voilà, donc unité intéressante qui se joue clairement au chausson, dans le but justement d'aller arriver à meuler au corps à corps une fois que les Scorpets sont déjà arrivés. Et donc, quitte à parler des Scorpets, on enchaîne avec eux. Alors, les Scorpets, je vous ai dit, c'est une unité qui est purement de corps à corps. Elle bouge de 8 en du 6, sauvegarde à 3+, PV 3 par bonhomme, 7 de commandement, enfin 7+ de commandement, et OC2, donc l'unité qui va pouvoir quand même contrôler sur les objectifs. Alors, c'est intéressant parce que là, justement, on se dit c'est une unité qui a pour but de jouer le rôle un petit peu d'assassin. Ils n'ont que des attaques de corps à corps, ils bougent quand même beaucoup. Donc c'est un petit peu le pendant de ce qu'on avait avec les bondisseurs de Von Zryan. Mais par contre, eux, ils ont OC2, là où les bondisseurs de Von Zryan avec le OC1. Donc vous allez pouvoir les laisser sur un objectif et leur laisser contrôler l'objectif, et ça c'est intéressant. Au niveau de leurs armes de mêlée, pareil, même s'ils ont un rôle qui est similaire d'assassin aux bondisseurs de Von Zryan, là on est sur quelque chose quand même qui est drastiquement plus létal, puisqu'on va avoir 4 attaques sur 3+, force 7, PA-2, dégâts 2. Alors on a moins d'attaques, puisque les bondisseurs avaient 6 attaques, là on est 4 attaques, ce qui va vous faire un pack au total, puisque vous en avez 3 dans le pack, qui va vous faire 12 attaques sur 3+, mais force 7, là où on avait qu'une force 5, PA-2, dégâts 2, là où on avait qu'un PA-1, dégâts 1. Vous voyez un petit peu en quoi c'est beaucoup plus violent. Donc ça découpe au corps à corps, par contre l'inconvénient c'est que ça a des gros socles, on est sur un gros socle, donc à manipuler c'est un petit peu différent. Par contre, donc ils ont un petit équipement, je vous ai parlé lorsqu'on était sur eux tout à l'heure, ils ont les plasmacytes. Alors le plasmacyte, c'est un petit token que vous allez avoir avec votre figurine, et en gros, une fois par bataille, vous pouvez utiliser ce plasmacyte, donc en gros, vous allez le retirer une fois l'avoir utilisé, sur cette unité lorsqu'elle est choisie pour combattre. Ça sera pendant votre phase de corps à corps. Dans ce cas, vous allez justement jusqu'à la fin de la phase, ajouter le mot-clé blessure dévastatrice à vos armes d'hyperphase. Donc non seulement vous faites total sur 3+, force 7, PA-2, dégâts 2, mais potentiellement vous pouvez aller justement chercher le blessure dévastatrice. Alors, blessure dévastatrice, quand vous avez déjà PA-2, c'est vrai que c'est pas forcément aussi impactant que ce qu'on pourrait croire. Ça va vous servir en fait quand vous allez chercher quelque chose qui a une grosse invulnérable. Parce que c'est sympa d'avoir un PA-2 sur de la sauvegarde normale, mais quand vous avez de l'invulnérable en face, la PA-2, bah, vous la mettez derrière l'oreille. Là, le fait d'aller chercher le blessure dévastatrice, ça ne sera pas aussi impactant, certes, que votre PA-2 sur la totalité, parce que vous n'avez pas tout qui va proc en blessure dévastatrice, mais les quelques-unes qui vont passer vont vous permettre de fiabiliser justement ces blessures-là et de laisser tomber ce potentiel problème que vous auriez avec les sauvegardes invulnérables. Pas d'aptitude particulière à part le protocole de réanimation, comme je vous disais. À part le tétrarque, personne d'autre n'a accès à d'autres règles spéciales. Ils ont juste le protocole de réanimation. Alors ensuite, vous avez les derniers Nécrons, donc la masse grouillante des Nécrons. Donc ça bouge de 5, c'est pas énorme, ça a une en du 4, c'est un petit peu intéressant. Par contre, ça a une sauvegarde à 4+ seulement. Un point de vie par bonhomme, commandement 7, OC2, donc vous avez un pack à OC20, T1 avec le tétrarque. Si vous l'attachez, vous allez l'attacher, on va pas se mentir. Le but c'est pas de se faire sniper son tétrarque. Il y en a 5 qui sont équipés avec des écorcheurs, 5 qui sont équipés avec des faucheuses. Donc les écorcheurs, c'est touche fatale, tir rapide 1. Ça veut dire que si vous êtes à 24 de portée, vous allez tirer une fois. Si vous êtes à 12, vous allez rajouter un tir. Pour l'écorcheur, on va juste parler normalement tir à 24 pouces. On va pas parler du tir rapide. Vous faites une attaque à 4+, force 4, PA0, dégâts 1. C'est du bolter qui tire mal. Globalement, c'est du bolter, du fusil bolter qui tire mal. Si on n'a pas de PA, on a juste une force 4 et dégâts 1. Par contre, de l'autre côté, vous avez quand même touche fatale. Et touche fatale, c'est intéressant, ça veut dire que même si vous touchez pas des masses, vous n'avez que force 4. Si vous faites un 6, bah, vous n'allez pas avoir besoin de blesser, vous en foutez de votre force 4. Donc, à 24, ça va perdre un petit peu de son impact. Par contre, à 12, c'est plus intéressant, parce que là, justement, vous allez avoir 2 tirs, donc 2 fois plus de chances d'obtenir des touches fatales et donc de pouvoir blesser sans avoir à lancer vos dés.
Ensuite, le deuxième arme que vous avez, c'est les faucheuses de Ghost, donc touche fatale, eux basique aussi. Par contre, eux, en fait, ils n'ont pas la portée à 24 pouces, ils n'ont que la portée à 12 pouces. Ils attaquent 2 fois, 4 plus aussi, force 4, mais par contre, eux ont accès à un PA-1. Donc c'est intéressant, même si effectivement, ça veut dire qu'à la moitié, quand vous êtes au-dessus des 12 pouces, vous allez beaucoup moins tirer, puisque vous avez que 5 figurines qui vont tirer 5 fois, enfin une fois chacune. Par contre, dès que vous descendez en dessous des 12 pouces, vous passez littéralement de 5 tirs à 20 tirs. Dont 10 à PA-1, force 4 PA-1. Ça commence à être un petit peu plus intéressant. Donc voilà, ça reste intéressant, l'accès aux touches fatales, c'est basique. Par contre voilà, c'est intéressant mais c'est basique, hein. Faut pas se dire « Oh là là, ouais, ça va faire... » Voilà, c'est basique. Ça peut faire mal, ça peut aussi complètement flopper. Au niveau des armes de corps à corps, par contre, après, voilà, c'est un net de type, c'est une attaque sur 4+, force 4, PA0, dégâts 1. Ça va pas... Voilà, de toute façon, ils sont pas là pour ça. Littéralement, ils sont pas là pour ça. Et en aptitude, ils ont seulement protocole de réanimation, donc vous en relevez à votre phase de commandement. Alors, on enchaîne avec la nuée de Scarabée Canoptech. Les Scarabées Canoptech. Comment dire? C'est intéressant pour aller marquer du secondaire, mais il manque des trucs. Il manque des trucs sur cette unité. Donc la nuée de Scarabée Canoptech, ça bouge de 10. C'est pour ça que je vous dis c'est intéressant pour aller chercher la secondaire où il faut être dans l'objectif ennemi. Parce que 10, comme en plus elles peuvent pas tirer, vous allez les faire sprinter. Donc potentiellement, vous avez une projection de 16 T1. C'est intéressant. Ça en seulement du 2, donc clairement il va falloir les planquer. Sauvegarde à 6, clairement il va falloir les planquer. Et 4 points de vie par socle, commandement 8 au C0. Vous n'allez pas pouvoir contrôler d'objectif avec. C'est pour ça que l'objectif secondaire où il faut simplement être dans la zone de déploiement ennemi, et ben là elle est intéressante. Parce que ce socle-là va pouvoir le faire de lui-même. Donc il faut les faire courir, il faut les faire sprinter, il faut les faire avancer de 16 au premier tour. Voilà, il faut prier pour faire son petit 16-6 à l'advance. Et aller les planter dans un décor pour que justement au début du T2, vous puissiez les envoyer directement dans la zone de déploiement ennemi. Parce qu'au niveau du reste, en fait, ça ne fait rien de plus. Ça ne peut pas contrôler l'objectif parce que ça au C0, ça ne peut pas tirer. Au corps à corps, ça ne sert pas à grand chose, à part faire un petit peu de SAT, puisque ça attaque avec des petites mandibules. C'est 6 attaques par socle, donc ça va vous faire 18 attaques sur 5+. Par contre, les 6 font des blessures automatiques, ça touche fatale. Force 2, PA0, dégâts 1. Le but, ça va être de les emmener dans la zone de votre adversaire, les planquer dans la zone de déploiement, derrière un décor pour pas avoir de ligne de vue dessus, et marquer vos 4 points de secondaire comme ça. Je vois pas d'autre utilité pour cette figurine-là. Et en plus, ce qui est cool, c'est que si vous la planquez et que vous allez prendre un tir indirect, ou que vous allez prendre potentiellement un tir ou deux, vous avez quand même un pool à 12 points de vie, donc vous n'allez pas tout pouvoir vous sortir. Et vous avez la possibilité de régénérer vos points de vie grâce au protocole de réanimation si vous les avez bien cachés. Donc, en gros, ça va obliger potentiellement votre adversaire à allouer des ressources pour tenter de les backstab, pour tenter d'aller les sortir, sans pour autant, justement, et ne pas vous s'occuper de vos autres unités en même temps. Et vous, quoi qu'il arrive, si vous jouez bien vos petits déplacements pour être sûr à chaque fois un petit peu de le kite à la Tom et Jerry, vous allez justement pouvoir sécuriser vos 4 points de secondaire assez facilement. Donc ça manque un petit peu de ce qu'on a grâce à cette unité-là dans le core game, au niveau de sa datasheet normale, pour le jeu normal. Mais voilà, pour aller chercher le secondaire où on va marquer 4 points parce qu'on est simplement dans la zone de déploiement ennemi, si en plus vous êtes sur une zone de déploiement ennemi sur laquelle vous pouvez vous planquer et qui va avec un front faible potentiellement de votre adversaire, vous pouvez sécuriser quand même pas mal de points assez facilement grâce à ce petit socle-là. Par contre, attention, c'est ce que je vous disais, on est sur des socles un petit peu gros, puisque je crois qu'on est sur des socles de 40 pour les Scarabée Canoptech, et vous ne pouvez faire votre objectif que si l'entièreté de votre unité est dans la zone de déploiement ennemi. Donc il va falloir trouver un moyen de faire rentrer ces 3 socles dans la zone de déploiement ennemi sans trop les exposer. Et c'est là que ça peut justement être un petit peu plus complexe. Allez, dernière unité, le Marauder Canoptech, donc qui est ce poteau Nécron, qui est le nouvel ajout de cette combat de patrol, puisque c'est plus qu'on a avant, on ne l'avait pas, on était sur une barge du jugement dernier. Là aujourd'hui on est sur un Marauder Canoptech. Il bouge de 8, c'est cool. En du 8, c'est sympa, c'est pas non plus dingue, mais c'est sympa, ça fait quand même... La plupart des armes à force 4 vont devoir vous blesser seulement sur 6. Sauvegarde à 3+, invulnérable à 4+, 12 points de vie, ça c'est bien. Commandement 8 au C4. Donc globalement, c'est une figurine que vous allez prendre, vous allez la poser sur votre objectif dans votre zone de déploiement et elle va plus bouger de la game. Parce qu'elle tire avec son éclateur du jugement dernier, qui est son arme principale, celle qui est vraiment très intéressante. Elle tire à 48 pouces, donc à partir du moment où vous avez une bonne ligne de vue depuis votre objectif,
vous n'avez aucune raison de le bouger. Alors c'est con parce qu'elle bouge de 8, c'est intéressant, mais sur le principe vous en foutez en fait, c'est un poteau. Si on appelle un poteau, c'est parce qu'il est fixe. Et le truc, voilà, c'est que quand il arrive sur votre objectif, elle va compter comme au C4. Donc qui que ce soit de toute façon qui va vouloir venir sur lui, on a vu à peu près par rapport à ce qu'on a rencontré, à part les Thermagantes, par exemple chez les Space Marines, on est globalement sur des figurines à OC1 par pack de 5. Donc s'il arrive et vous arrivez ne serait-ce qu'en éliminer une, voire deux, ce qui va pas être compliqué avec ce que vous avez comme équipement au tir sur cette figurine-là, ben vous allez quoi qu'il arrive garder le contrôle de votre objectif. Au niveau de ces armes de tir, justement, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas compliqué de tuer des unités avec. La première arme que vous avez, c'est l'éclateur du jugement dernier. Déflagration lourd. Déflagration, vous vous souvenez. Si vous tirez sur une unité qui a au moins 5 figurines dans son effectif, par tranche justement de 5 figurines, vous allez rajouter une attaque. Le mot-clé lourd, ça veut dire que si la figurine est restée immobile pendant son tour, sa phase de mouvement, vous allez améliorer votre caractéristique de touche de 1. Donc dans ce cas-là, effectivement, elle tire à 48 pouces cette arme. Elle a fait D6 attaques plus 1, avec déflagration. Elle touche à 4 plus, 3 plus si elle est restée immobile. Force 14, PA-3, dégâts 3. D6 plus 1, hein. Vous tirez sur les Infernus ou vous tirez sur les Terminators qui vont venir vous emmerder. D6 plus 1, bah en fait ça va faire D6 plus 2, parce que vous tirez sur 5 mecs, 5 Terminators, même si vous avez attaché le truc dedans. Sur 3 plus, parce que vous êtes resté immobile. Force 14, ils ont rendu 5. Sur 2 plus. PA-3, dégâts 3. Ils ont une sauvegarde à 2 plus native, qui va passer à une sauvegarde à 5 plus. Donc on va jouer sur l'invulnérable à 4 plus. Vous faites 3 de dégâts, ce qui veut dire que toute blessure qui ne sera pas sauvegardée par votre adversaire, c'est un mort, c'est un Terminator qui meurt. Donc vous êtes au C4, il suffit d'en tuer 2 pour être à au C4 si un personnage a été attaché, vous en tuez 3. Ils vous prennent pas l'objectif. Ils ont perdu 3 Totors et ils vous prennent pas l'objectif. Donc rien que pour ça, c'est cool. Mais en plus de ça, donc vous avez l'écorcheur Gauss jumelé, donc une petite arme qu'il a en plus, des petits canons de téton qu'il a devant lui, qui tire à 24, c'est un seul tir. Voilà, par contre, effectivement, là au niveau de la SAT, on n'y est pas du tout. Sur 4+, force 4, PA0, dégâts 1, mais il a touche fatale, c'est-à-dire que sur un 6 à la touche, vous ne blessez automatiquement. Tir rapide, donc si vous êtes à 12, vous allez tirer cette fois-ci 2 fois. Et il a jumelé, ce qui vous permet de relancer vos jets de blessure. Donc vous n'allez peut-être pas sortir un pack de Terminator avec ça, mais vous allez pouvoir en rajouter un petit peu. Et ensuite, donc il a les jambes de maraudeur, donc qui sont ces armes de corps à corps, si jamais on est venu vous chercher au corps à corps. 3 attaques sur 4+, force 6, PA0, dégâts 1. Pas de PA, mais on est quand même sur de la force 6. Donc voilà, vous pouvez avoir un petit peu un truc intéressant. Mais de toute façon, il n'est pas là pour ça, il va être tellement derrière. Il va avoiner. Là où c'est intéressant en plus, c'est que si vous jouez avec l'optimisation que je vous ai conseillé, donc qui est le protocole de concentration résonante, tout ce qu'on vient de dire, machin, vous allez en plus pouvoir rejouer vos as à la blesse si vous visez l'unité qui a été désignée par le tétrarque. Donc c'est cool, c'est assez puissant. Par contre, attention, il faut garder quand même un petit truc en tête avec cette figurine-là, c'est que déjà on va la voir de très très loin, elle va dépasser tous les décors, donc elle va être ciblée assez facilement. Vous avez quand même 12 points de vie. Vous avez une sauvegarde à 3+, et une sauvegarde à 4+, donc globalement c'est quand même assez tanky. Par contre, si vous arrivez à un nombre de PV restants inférieur à 4, donc entre 4 et 1 point de vie, dans ce cas-là, vous avez -1 pour toucher, c'est ce qu'on appelle les profils dégressifs, donc le profil endommagé. Et si elle finit par mourir, attention, c'est destruction des phases D3, donc vous allez lancer un dé quand elle est morte, sur un 6 elle explose, et elle fait D3 blessures mortelles à toutes les unités ennemies et amies autour à 6 pouces. Et ensuite, vous pouvez quand même, en plus de ça, donc je vous disais elle est tanky, mais en plus de ça, vous avez aussi accès à protocole de réanimation qui vous permet à minima de régénérer 1 point de vie pendant votre phase de commandement, jusqu'à 3 points de vie sur celle-ci. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Allez, pour conclure, on enchaîne avec quelques chiffres clés et un petit mot pour terminer cette combat de patrol. Rapidement, à l'instar de ce qu'on a fait avant, donc on est sur une combat de patrol qui est composée donc de 18 figurines, pour un coût total d'environ 460 points. Alors encore une fois, c'est pas de vrais 460 points, ne me faites pas dire ça, encore une fois, c'est juste, si on regarde brut par rapport aux points que coûte chaque unité, en faisant fi de leur règle spéciale, on est sur quelque chose qui vaut 460 points. Mais comme je vous l'ai dit sur celle-ci, on a accès à aucune des règles spéciales de chacune des datasheets. À part le tétrarque, qui justement, lui, va pouvoir réduire les dégâts subis de 1, le reste, c'est full vanilla.
Donc c'est pas réellement 460 points, mais c'est pour vous donner un dimensionnement rapide. Ensuite de ça, donc on a une sauvegarde moyenne de l'armée qui est à 4+, ce qui est intéressant pour le coup, et pour un pool total de 49 points de vie. C'est pas dingue, c'est déjà largement plus haut que ce qu'on a chez les Space Marines, c'est un peu plus bas que ce qu'on a sur les Tyrannides, mais par contre la sauvegarde d'armure est quand même plus intéressante, et on a 2 figurines qui sont avec des 4+1 vue, donc ça soit le poteau ou ça soit le tétrarque. Donc c'est une combat de patrol pour le coup qui m'a l'air assez bien dimensionné en l'état, qui permet surtout, et c'est ça que je trouve très intéressant sur cette combat de patrol, d'un point de vue nouveau joueur, c'est peut-être la plus friendly de tous. Vous avez très peu de règles à apprendre, ça se joue vraiment de façon assez intuitive, c'est très lisible comme armée. C'est quand même assez tanky, ça vous permet d'éviter de vous faire wiper complètement T1 si vous faites un tant soit peu attention. Donc voilà, pour moi c'est une bonne combat de patrol à mettre entre les mains de quelqu'un qui débute le jeu, puisque en plus, non seulement au-delà simplement de la dimension modélisme du Necron, qui est une armée qui est quand même assez facile à peindre pour commencer, en plus de ça, voilà, ces règles sont assez simples, c'est juste pendant votre phase de commandement vous relevez des gens, vos stratagèmes sont assez intuitifs, vous filez un 5+ d'un côté à l'invulnérable, de l'autre côté vous filez une force +1, de l'autre côté vous avez un truc qui va vous permettre d'augmenter vos OC, donc les stratagèmes sont assez simples aussi à utiliser, les objectifs sont faciles à comprendre, les optimisations sont des clés de jeu assez intéressantes, donc c'est une combat de patrol que je trouve vraiment, mais alors vraiment, très sympa pour apprendre le jeu, pour vraiment se focaliser davantage sur la tournure d'une partie que sur le gameplay d'une arme. Donc très bonne combat de patrol pour ça. Voilà mes chers pirates, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. La prochaine qu'on aura, ce sera sur l'Admech. Et on va parler un petit peu, parce que là c'est un petit peu différent, parce qu'on est sur une full nouvelle combat de patrol. Et donc plein de choses à dire, de nouvelles unités, de nouvelles façons de la jouer, donc ça va être très intéressant. Je vous remercie, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'on est sur Twitch quasiment tous les soirs à partir de 18 h et le dimanche à partir de 13 h. Je vous remercie pour votre attention et vous remarquerez que je n'ai pas craché une seule fois sur l'armée Necron. Merci à tous, c'était votre amiral Crazy Red pour vous servir. Bonne journée à tous, ciao ciao.